Salut à tous, c'est Steve. Salut dans le 1330, un 1330 particulier. Pourquoi? Parce qu'il est 17h32. Mais ça, c'est seulement en France parce qu'aujourd'hui, j'accueille David Catu qui nous vient directement de Seattle. Comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Effectivement, moi, il est 8h30 du matin. Je prends Il mon s'est... café. Mais oui, il s'est réveillé exprès pour nous. Merci David. C'est clair. D'ailleurs, Ça vous allez le va? voir, j'ai encore les poches sous les yeux, là. Je viens à peine de me Et doucher. comment il est ce café américain? Est-ce que c'est du café vraiment américain que tu Non, bah, en bois? fait, c'est du Nespresso, voilà. Dans une tasse où il y a D'accord. écrit cappuccino, voilà. On sait tout maintenant du réveil de David Catu. Merci C'est beaucoup ça. David pour toutes ces informations. David donc de chez Microsoft et qui va nous Ouais, parler aujourd'hui de un de ses bébés, je vais dire, ouais. virtuel qui est Babylon.js. Oh là là, ça Yes. fait plusieurs années moi que je vois tous tes posts autour de Babylon.js, que ça a démarré, comment ça a évolué aujourd'hui, ce que c'est assez, enfin, c'est pas mal, comment dire, c'est assez incroyable la façon dont ça a grossi durant C'est les, le vrai American ouais, Dream, pour le coup. C'est le ouais, vrai clairement. American Dream. Ouais. C'est vrai puisque, enfin, tu vas nous en parler. T'as commencé ça, c'est une de tes idées que tu as commencé à Hum, côté de ton travail et ouais, finalement que tu as pu réintégrer, faire réintégrer par Microsoft dans ton ouais, tout à boulot. fait. C'est cool ça. Donc David, toi tu es de chez Microsoft, on a dit. Alors on se connaît déjà longtemps du temps où tu étais évangéliste, Et comme ouais, ça, avec ta en Bible sous le France, bras. à Paris. Ouais. Exactement, ouais. On s'est vu quelques fois au Tech Days. Et donc avec tous les amis, bien entendu, notre autre ami David et Tous les anciens les gens. évangélistes, ouais. Exactement, exactement. Et donc à un moment, tu as pris le parti de d'aller à Seattle Ouais, pour ton travail. On a ouais, quitté notre Toulouse natale pour c'est partir, vrai. hop là, bim, à la patrie du grunge, à Seattle. Et aujourd'hui, donc, Exactement. on est sur un rôle de Partner Group Engineering Manager, dis donc. Tu veux C'est nous dire un super petit long. peu ce que ce que ça signifie au Ça jour le jour? signifie quoi? Ça signifie que je gère en fait plusieurs équipes. Donc Babylon.js, j'ai 4 équipes en fait, et Ouais. Babylon.js est une d'entre elles. Les autres équipes sont centrées autour d'un autre produit qui s'appelle Microsoft Stream, qui est tout ce Mhm. qui va être la gestion des vidéos quand vous mettez des vidéos dans Teams ou dans SharePoint. En fait, c'est mon équipe qui s'occupe de ça. Ou les meetings récap quand vous êtes dans Teams et qu'après un meeting, il y a un meeting avec l'enregistrement, etc. Tout ce qui va en rapport avec la vidéo, c'est Microsoft Stream. Et moi, je suis en D'accord. charge de toute la partie cliente de ça. Ok. Client, c'est-à-dire sur le client. Ouais, sur le poste client. Sur Ok, le très post très client, bien. exactement. Ok, donc si on revient à Babylon.js, un Ouais. peu la genèse, comment, L'histoire. et c'est ça, comment t'es venu l'idée ou l'envie ou le besoin de développer cet outil? Alors, si on revient très en arrière, au tout début, il y avait les dinosaures. Après, ils sont Mhm. tous morts. Mais c'est pas ça, en Mhm. fait. Et il s'est passé que quand j'avais genre en 96, je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 20 ans, je faisais des Ouais. démos parties. Donc c'était sur d'abord Amiga, Commodore Amiga, puis après sur PC, on faisait des concours de coding. Et Mhm. parmi ces concours de coding, moi ce que j'adorais faire, c'était des micro moteurs 3D. C'était vraiment un micro, genre c'était un truc fil de fer qui faisait tourner une boîte et on était tout fiers. Et ça a été mon premier moteur 3D. D'ailleurs, pour la petite histoire, le groupe s'appelait Zob, The Optimization Bringer. À l'époque, ça me faisait rire, hein. Voilà. Écoute, je crois Et qu'aujourd'hui aussi, ça marche toujours, hein. toujours. Et le moteur s'appelait Z3D. Mais c'était vraiment un moteur, c'était écrit en C++, en Watt.com.C sur DOS, c'était vraiment, vraiment minimum. Mais c'est de Hmm. là qu'est née la graine de l'envie de faire de la 3D parce que j'avais un côté artistique non exprimé, tu vois, et le fait de pouvoir faire de la 3D, ça me permettait de créer des mondes et c'était vraiment quelque chose qui était important pour Ouais. moi. En fast forward, je crée une boîte qui s'appelle Vertis en 2002 qui édite un moteur 3D qui s'appelle Nova. Donc, c'était un moteur 3D C Sharp DirectX 9, 10, 11 qui était utilisé pour faire des simulations, pour travailler, on travaillait avec Airbus, avec des boîtes d'archéologie, etc., que j'ai vendu en 2011 pour rejoindre Microsoft. Et là, ben, j'arrive chez Microsoft, je suis évangéliste notamment sur la partie Internet Explorer, et ben, j'ai Hmm. toujours ce besoin de faire de la 3D, donc le week-end, sur le côté, je fais un moteur 3D que j'appelle Babylon, un hommage à la série télé Babylon 5. Babylon 5, ouais. Très bien. Ouais, et ce moteur, je l'ai écrit en Silverlight. Paix à son âme, Silverlight, parce que j'adorais l'idée de Silverlight où j'avais du code natif à Oui. la C Sharp.
avec de la 3D inspirée de XNA, pour les plus anciens d'entre nous, qui était un dérivé de DirectX. Et ça marchait sur les plateformes partout, sur tous les browsers. Je trouvais ça génial, quoi. C'était vraiment le début du cross-platform, tu vois, pour moi. Sans avoir à me casser les pieds à écrire du code natif par plateforme. Et puis, on annonce IE10 qui supporte WebGL. Et là, je me dis, oh punaise, là, il y a une porte d'entrée énorme vers le vrai monde de la 3D parce que tous les browsers vont supporter, IE étant le dernier, vont supporter la 3D. Donc, je porte Babylon vers Babylon JS. Et c'est là où ça a commencé à prendre de la puissance parce que il y avait une place à prendre, quoi. Il y avait un seul concurrent, qui est toujours là d'ailleurs, qui est massif, qui s'appelle Three.js, qui appartient à Google. Mais ils avaient une approche très... c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais non professionnelle, dans ce sens que Babylon.js, nous, on fait attention de ne pas casser la compatibilité descendante. On fait attention que tout soit bien documenté. Three.js, c'était plus orienté vers les hobbyistes, tu vois. C'était une version à l'autre, tout est cassé, c'est pas grave, tu vois. Moi, j'avais envie, dans le monde de l'entreprise, d'avoir un moteur 3D pro qui permette effectivement aux boîtes de faire de la 3D. Et c'est de là qu'est né Babylon.js. Et fast forward en 2014, donc là j'ai déjà migré aux États-Unis et je suis contacté par plusieurs boîtes, plusieurs groupes de chez Microsoft qui s'aperçoivent qu'ils utilisent Babylon.js et que le principal développeur est chez Microsoft. Et là ils font le lien en se disant, attends, tu es en train de faire ça sur ton temps libre, nous on s'en sert dans nos produits, et les produits c'est pas n'importe quoi, c'est SharePoint, OneDrive, à l'époque il y avait Remix 3D qui était un site web pour faire des objets 3D, et il me propose, écoute, est-ce que tu as envie de monter un groupe de développeurs qui fera que du Babylon.js? En gros, les gars ils venaient me voir, ils me disent, ce que tu fais gratuit, on va te payer pour le faire. Donc j'ai pas réfléchi super longtemps. C'est sûr. Et donc, on a créé le groupe Babylon.js à l'intérieur de Microsoft. L'objectif étant, tout en le gardant open source, de fournir un support de très haut niveau pour les groupes internes de Microsoft qui s'en servent. Tu vois, parce que quand tu fais de l'open source, il y a toujours ce petit risque pour les boîtes qui vont prendre une dépendance vers un repo qui peut demain s'arrêter. Tu vois. Donc là, Microsoft, en quelque sorte, investissait vraiment pas grand-chose pour se sécuriser. Au début, on était deux, Sébastien Vanderberg et moi-même. On était, et puis là, le groupe, c'est 12 développeurs qui sont full-time dessus. C'est une entité chez Microsoft complète. Et voilà, incroyable. Ah ouais, ça a bien évolué, c'est vachement intéressant. Et on retrouve un peu ton côté artistique de... Et grave, mais bien sûr, c'est la clé. C'est ça. Je veux avoir un monde dans lequel je peux m'exprimer en 3D. Je veux créer quelque chose, et tu vois, tu as cette envie, mais il n'y a aucun médium qui te permettait de le faire. La 3D, c'était magique, même si c'est des petites boîtes de merde, mais tu vois, tu mets une sphère verte sur une boîte marron, oh, ça devient un arbre, tu vois. Et c'était, voilà, ça me permettait de créer des mondes, quoi. Ouais, c'est cool. Alors ici, personnellement, c'est plus Team Atari ST. Je rejoins David. Non, mais alors, si tu m'avais dit ça, je ne serais pas venu. Franchement, je sais pas. Atari ST forever. Non. Tu sais que j'ai eu une Atari STE, non, c'est pas une blague. J'ai eu un 520 STE pendant 4 mois. J'étais tout fier de moi, je trouvais ça génial. Je jouais à des jeux comme International Karate Plus, c'était pas mal, quoi. Ouais, et il y a un pote à moi qui s'achète un Amiga, le Commodore, le A500. J'y vais et il me montre des jeux comme Xenon 2. J'ai fait OK, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends. C'est quoi cette histoire? Je comprends. Donc du coup, j'ai refourgué mon Atari STE à un voisin, un pigeon, et je me suis acheté un Amiga direct. Le voisin pigeon qui se reconnaîtra, merci à vous, monsieur voisin. Non mais je suis d'accord, l'Amiga est au-dessus. Moi, je le constate sur Kickoff. Mais j'ai bien aimé mon Atari. C'était vraiment une bonne machine, mais il y avait un Quantum Leap avec les capacités de coprocesseur graphique et sonore de l'Amiga. C'était juste pas possible. Clairement. Ok. Merci pour cette intro. On va jeter un œil à ce que tu vas nous présenter sur Babylon JS. Là, on a de très belles salles. Regardez, déjà graphiquement, ça ressemble à l'épisode 9 de Star Wars. C'est déjà bon. Mais bravo pour la référence. Je suis impressionné parce que voilà. On ne la trouve pas. Écoute, attends, moi je suis un peu monsieur cinéma. C'est vrai. Star Wars, je n'aime pas, mais vraiment le côté graphique de ce rouge sur fond blanc, là, moi, ça m'a filé des frissons, quoi. C'est marrant parce qu'on n'en a pas parlé avant, mais je ne savais pas que c'était ça la référence. C'est ça. Tu vois, je me suis lancé. Ok, allez, vas-y, t'écoute. Qui suis-je? Donc, je m'appelle David Catu, je suis développeur et dessinateur junior. J'aime vraiment me désigner sous les deux, c'est vraiment les deux aspects de ma personnalité. Voilà, vous pouvez me suivre, je viens de créer un compte Twitter, donc si vous avez la gentillesse de follow Art of Delta Koch, ça me fera plaisir. Je vais vous le mettre Delta sur le Koch, chat. c'est mon compte pro, du coup, voilà.
Et bon, on va passer sur ça. Alors, qu'est-ce que c'est que Babylon.js? C'est quand on le vend en interne. Alors, pour la petite histoire, j'ai eu un petit moment de gloire en interne chez Microsoft, puisque j'ai eu la chance d'être sélectionné pour aller présenter mon produit, donc Babylon.js, à Monsieur Satya lui-même. Donc, Ah j'étais oui, dans c'est un bon. bureau avec Satya et toute sa LT. Donc, il y avait le patron de Xbox, etc. Et moi, j'étais dans mes petits souliers, tu vois. Je faisais 1 litre d'huile à l'heure. Et Il du coup, était sympathique? il est adorable. Il est adorable. Il a été C'est comme ça. super cool. Il m'a aidé même par la suite à débloquer des trucs. Vraiment, Ouais, un gars smart. cool. Et du coup, pour ça, on avait préparé cette phrase. Alors, elle est en anglais, mais je vous la donne parce que c'est un outil qu'on utilise énormément chez Microsoft. On appelle ça les missions. Tu vois, Mhm. Microsoft, sa mission, c'est Empower every organization and every person on the planet to achieve more. Ben là, nous, la mission de Babylon.js, c'était en fait de fournir un moteur qui permet en fait on s'est décalé de la 3D pour essayer de taper plus large. On donne l'accès en accéléré au GPU chez Microsoft. Et Ok. aujourd'hui, le chiffre que l'on a, il y a 130 millions d'utilisateurs actifs par mois qui utilisent Babylon.js d'une manière ou d'une autre. Donc 130 millions de personnes Ouais, ça chaque va. mois font fonctionner quelque chose chez Microsoft qui existe en partie grâce à Babylon.js. 2 fois la Voilà, donc ça, France. D'accord. c'est vraiment un grand plaisir à dire ça. Donc, qu'est-ce que c'est? En gros, là, si je dois le décrire de manière un peu plus détaillée, je dis que c'est un moteur 3D haute performance. Vraiment, notre leitmotiv, c'est la performance en premier. Même si parfois, tu vas devoir faire du code cracra, c'est pas Mhm. grave. Même s'il est compliqué à maintenir, ben, c'est encore pas grave. Parce que la performance en first. Alors ça peut choquer un petit peu peut-être, hein, mais dans le monde de la performance, hélas, des fois, eh bien, je vais vous dire un truc idiot, mais une loupe, une boucle, ça coûte. Et un Ouais. roll, une loupe, c'est dégueulasse au niveau du code. Mais par contre, tu gagnes quelques millisecondes. Et ces millisecondes que tu gagnes toutes les images, eh bien, ça te permet de parfois atteindre le cap des 60 images par seconde sur une Mhm. petite machine. Et du coup, ça, c'est quelque chose que nous, on cache en fait à l'utilisateur. Alors bien sûr, c'est open source, donc n'importe qui peut prendre le code source, c'est sous Mhm. Apache 2, donc il y a zéro contrainte. Mais notre leitmotiv numéro un, c'est la performance. Le leitmotiv numéro 2, c'est professionnel, j'en parlais tout à l'heure, à savoir que, on va en parler après, on a plein de partenaires de très haut niveau qui ont choisi Babylon.js et pas son concurrent, justement parce qu'on a une approche orientée produit, c'est-à-dire qu'on va faire des Ouais. versions qui sont stables, qui ne cassent pas la compatibilité, etc. Mhm. Donc après, on a, sans Oui, rentrer c'est dans les détails, on ça. a Moi, tout. c'est la ligne que. Enfin, il y a plein de lignes qui sont sympas ici, mais moi, ce qui me plaît là, ici, en tant que, en tant que directeur de projet, tu vois, c'est toujours rétrocompatible. Et oui, Ça exactement. c'est vendeur, ça. Mais c'est Qui normal parce que comprend, toi, tu vas c'est me génial. dire, j'ai mon projet, David, je veux utiliser Babylon.js. Par contre, si tous les 15 jours, quand tu ships une nouvelle version, il faut que je réécrive tout, bah, Ouais, tu c'est vas me vendeur, ça. détester assez rapidement, tu vois. Mhm. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que j'avais identifié chez le concurrent qui s'appelait Three.js, où c'était insupportable. Insupportable. Je voyais des gars qui pétaient des piles sur Stack Overflow parce Ouais. qu'ils devaient repasser une semaine toutes les 15 jours. Tu fais, mais non, impossible. Mhm. Donc, c'est écrit en TypeScript. On Ouais. a une version ECMAScript 5 et 6. Et on est en train de porter la version vers ISM actuellement. Donc voilà, on suit les tendances. Juste pour vous donner un ordre d'idée de l'ampleur de la bête, voilà tous les projets aujourd'hui chez Microsoft qui Mhm. utilisent Babylon.js. Donc on a web Il y en a caméra, quelques-uns. tout ce qui va être capture de caméra. Là, si on est tous les deux dans Teams pour se parler. Si Mhm. dans Teams on a vu la caméra, le background removal qui permet de faire des flous, c'est Babylon.js. Les D'accord. réactions dans Teams, quand tu as des petits cœurs qui apparaissent, Ouais. c'est Babylon.js. Joli. On a Minecraft classique sur le web qui fonctionne avec Babylon.js. On est dans Windows 11. L'application photo est entièrement, là, dans Windows 11 aujourd'hui, si vous ouvrez vos photos, tout est fait en Babylon.js. Si vous allez sur Bing Map, la partie 3D, c'est Babylon.js. xCloud, donc le jeu Mhm. en remote de Microsoft, tout le rendering client entièrement, c'est une application Babylon.js 100%. Wow. Et non, et non, je peux continuer comme ça. Tout PowerPoint rendering sur le web, c'est du Babylon.js. Donc en fait, c'est assez peu de 3D quand tu regardes, tu vois. On a vraiment Mhm. pivoté on fait de la 3D. Il y a un peu de 3D, tu vois, les Minecraft, etc. Mhm. Mais on a vraiment pivoté vers, en fait, on veut donner une accélération GPU quand c'est possible et quand ça a du sens. Ouais. Après, Effectivement, ça il y c'est a Microsoft. énormément de projets et le fait justement que ce soit maintenu, maintenable et stable Et bien permet sûr. justement d'en avoir autant. Exactement. Et du coup, par exemple, on a des partenaires relativement forts. Ikea, incroyable, construit son Mhm. catalogue. Ça, je ne sais pas si c'est su ou pas, mais en fait, Ikea, ils font plus des photos en vrai de leur catalogue. Leur catalogue est entièrement fait en synthèse. Il D'accord. n'existe pas le petit appartement que vous voyez dans le catalogue Ikea. Il a été entièrement capturé.
Mais pour le produire, alors il y a une phase à la fin avec un moteur de rendering haut niveau de type Maya ou 3ds Max, Mhm. mais toute la phase de production, c'est des échanges entre designers, etc., qui se font sur Babylon.js. Mhm. Adobe, les produits qui font maintenant, ils vont avoir du Photoshop sur le web ou des choses comme ça. Il y a une partie là, à l'intérieur pour le rendering, c'est du Babylon.js. Nike, quand vous allez acheter des pompes sur leur site web et que vous pouvez les configurer, c'est du Babylon.js. Pareil pour Ferrari, pour Jeep, pour Tata. Elles utilisent des rendereurs, notre rendereur pour ça. Mhm. Donc du coup, en fait, c'est tu l'as dit tout à l'heure et je le redis, c'est le fait qu'on leur dise, OK, vous pouvez compter sur nous, on ne va pas vous faire des nouvelles versions qui casseront tout. On fera des Ouais. versions qui seront de plus en plus performantes sans casser la backward compatibility. Mhm. Et voilà. Ok, ouais, ouais, c'est Euh, intéressant. Et c'est quoi le, enfin, si je suis Monsieur Ferrari, on sait jamais, ouais, c'est quoi mon jeton d'accès pour pouvoir utiliser rien, Babylon.js? rien. On te demande rien du tout. Rien, zéro. La tête à Toto. Rien. Ok, Ça, mon gars, il m'a fallu du temps merci. pour le vendre en interne. Je te garantis que c'était pas Et cadeau. Hein. j'avoue, je le conçois. Mais en fait, alors, voilà mon idée qui a fonctionné. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est même utilisé. D'ailleurs, je fais une conférence demain chez Microsoft en interne sur Mhm. le bon usage de l'open source. Parce D'accord. qu'effectivement, dans le monde capitaliste dans lequel nous vivons, quand tu vas voir les gars, au début, ils te disent, bon, je te fais une équipe, toi et un autre gars, tu vas maintenir le produit, bon, ok, c'est bon, tu fais tes trucs en open source si tu veux, pas le problème. Mhm. Mais l'équipe, elle a grandi, 12 développeurs de haut niveau, ben, ça commence à coûter quelques sous, tu vois, Ouais. et ben, tu es un peu plus scruté par la finance, qui te dit, mais tiens, pourquoi c'est open source là? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas payer Adobe pour s'en servir, tu vois? Mhm. Donc là, ça a été effectivement un peu plus compliqué. L'idée ici, c'est que il y a trois aspects. Le premier, c'est la perception. Le fait que Microsoft soit positif sur l'open source et qu'on laisse les autres s'en servir, ben, mine de rien, ça aide à changer un peu l'image qu'on avait de Microsoft au préalable avec à l'époque des IE6 ou etc. Tu sais. Ouais. Donc c'est juste voilà de la bonne volonté de notre part. Voilà, nous on utilisait des projets open source, ben, on en contribue aussi au système. La deuxième raison, c'est que mine de rien, quand tu es open source, parce que, j'appelle ça le Million Army Testers, tu as un Mhm. million Ouais. de testeurs. Tu sais que chez Microsoft, on a suivi, comme toutes les grandes boîtes, on n'a plus de testeurs en interne. On a des développeurs et des programmes managers, mais on n'a plus de testeurs. Et du coup, Ok. bah, c'est les développeurs qui sont censés tester. Bon, voilà, ça va jusqu'à un certain niveau. Là, avec un projet comme ça, quand Babylon pousse ces nouvelles versions, eh ben, avant que les boîtes puissent les prendre, on fait des versions intermédiaires, Mhm. elles sont testées par des millions de personnes. Donc, on a un taux de robustesse qui est inégalable. Aucun produit closed source ne peut avoir le taux de robustesse d'un produit open source qui est bien utilisé. Parce que tu as des millions de personnes qui vont te remonter les problèmes tout de suite. Mhm. Et finalement, le troisième point, c'est que, mais par exemple, là, tu as un exemple en bas, sur la slide en bas à gauche. Ouais. Adobe Dimension, c'est un outil qui leur permet en fait de faire du design. Donc, c'est un produit qui vend à côté de Photoshop ou de Mhm. Acrobat. Et il manquait une fonctionnalité dans Babylon.js, c'est qui était la transparence à travers le verre. Tu vois, là, il y a des objets en D'accord, ouais. verre, on voit à Ouais. travers, et ça fait ce qu'on appelle de la diffraction, puisque la lumière elle va Mhm. traverser le verre et va être un peu décalée. On n'avait pas le support de ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Adobe, ils ont dit, ben, on va vous l'offrir. On va l'offrir à Ouais. tout le monde. Bien. Donc, ils sont venus, ils ont contribué à l'open source. Et du coup, nous, Microsoft, quand on en a besoin de ça, ben, c'est là, on n'a pas à le payer, tu vois. Donc, c'est Mhm. vraiment le côté positif de l'open source. Maintenant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire admettre, c'est rentré dans les mœurs. Mais quand on a démarré en 2014, c'était une autre Ah limonade. oui. Comment? Il y a eu quand même un cercle vertueux et donc certains des gros acteurs comme Adobe, ils jouent quand même le jeu. Donc ça, c'est plutôt, Ils jouent le jeu. Ah ouais, ouais, Adobe, Ikea plutôt ont sympa. également joué le jeu. Non, non, ils sont vraiment réglo. C'est cool, tu vois. Même, tu vois, Wayfair, vous connaissez pas, vous, c'est l'équivalent de But ou de Conforama en France, si tu Mhm. préfères. Ils font donc un système de monétisation, tu crées ta pièce, etc., puis tu drag and drop les objets. Et ils avaient besoin de ces systèmes physiques un peu plus avancés. Et du coup, ben, ils ont contribué ce qu'on appelle du raycasting avancé, c'est-à-dire que ça lance Mhm. des rayons pour savoir où est-ce qu'on peut poser les objets. Nous, c'est quelque chose dont on n'avait pas eu besoin, donc on n'avait pas développé. Mais voilà, maintenant tout le monde l'a, tu vois. Et du coup, quand Adobe veut réutiliser ça, ben, c'est déjà là, tu vois. C'est ça la Mhm. vraie partie cool. Ok, ok. Intéressant. Ok, donc du coup, je parlais d'autres performances, mais pourquoi? Parce qu'en fait, on va faire, on vit dans un, c'est super intéressant. Je vais vous raconter une histoire qui est assez troublante. Xcloud avait une première version avant d'utiliser Babylon.js qui était écrite en native sur Android. Sur Android, ils avaient utilisé le code natif. Mais nous, quand on est arrivé, on leur a dit, vous savez, l'avantage de Babylon, c'est que vous allez écrire votre code une fois et vous allez pouvoir le faire fonctionner partout. Parce on va en parler après, un shell Mhm. au-dessus de Babylon qui s'appelle Babylon Native. Et là, ils nous disent, ouais, mais attends, tu es en train de me dire que tu vas exécuter du code JavaScript en natif, donc il va y avoir une virtual machine qui va l'exécuter. Ça ne peut pas être plus rapide que mon code pur natif.
Et je lui ai dit, OK, essayons. Nous, mon organisation va financer le portage pour juste vous montrer. Et il s'est avéré qu'on est plus rapide que du code pur natif. Et là, tout le monde se D'accord. dit, mais comment est-ce possible, David? Eh bien, il y a une raison à ça. C'est quand vous fonctionnez sous contrainte. Sur JavaScript, le JavaScript lui-même, c'est lent. Alors, c'est pas mal aujourd'hui, mais c'est pas aussi rapide que du code pur C. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans l'équipe de Babylon.js? On essaye au maximum, mais vraiment comme des débiles, de bouger tout ce qui est possible côté GPU. Hmm. Quand tu écris ton code C, par défaut, il est relativement rapide. Tu n'as pas besoin de te casser trop les arpions à essayer de l'optimiser plus que ça. Du coup, oui, si un code C était Uber optimisé, il serait plus rapide que mon code Hmm. JavaScript exécuté dans un shell. Mais comme l'équipe qui fait la partie C se satisfait de ce qu'ils ont, et c'est humain, eh bien, ils ne poussent pas aussi fort que nous Les optimisations. les curseurs, tu vois. Et Mhm. du coup, ben, nous, on fait quasiment 80% de notre code s'exécute sur le GPU. Et là, le GPU, lui, c'est une machine de guerre. Même sur ton petit téléphone, les Ouais. GPU, ils envoient énormément. Et du coup, on se trouve avec notre système qui permet à xCloud d'avoir le même code sur iOS dans le browser, le même code sur Android sur l'app, et le même code sur n'importe quel navigateur. Boum. Ensuite, on supporte GLTF. Alors, GLTF, pour ceux qui ne se font pas de la 3D, c'est le JPEG de la 3D. Aujourd'hui, et jusqu'à ce que GLTF existe, il n'y avait pas un format unique. Aujourd'hui, si je vous envoie une image en JPEG ou PNG, tout le monde pourra l'ouvrir. Si je devais vous envoyer un fichier 3D avant, il y avait 50 000 formats, rien n'était compatible, c'était l'enfer. Donc, GLTF, en fait, c'est un format qui est maintenant accepté partout dans tous les systèmes 3D. Et c'est quelque chose où on a le meilleur support de tous les moteurs 3D existants aujourd'hui. On supporte l'intégralité de l'aspect. On fait partie du Ok. comité avec Microsoft qui supporte ça. Du coup, tout ce qui va être nouvelles fonctionnalités, elles sont directement dans Babylon. Et même mieux que ça, le Chronos Group qui s'occupe de ce format, utilise Babylon.js pour tester. D'accord. Alors, on va Ok. passer un petit peu côté code rapido. Je sais pas, ouais, j'ai pas Ok. trop le temps, donc on va faire Pas vite. de souci, pas de souci. J'appuie sur démo. Bim, c'est bon, on y est. Démon et boum, ici. Voilà, nickel. Donc, je vais vous C'est bon, montrer on voit tout. le playground, juste pour vous donner envie de tester. Babylon.js, en Mais fait, je oui, suis un oui. développeur. Je suis un développeur et moi, j'aime Mhm. pas les docs. J'avais envie d'apprendre et de montrer aux autres comment servir de Babylon sans pour autant trop avoir à lire de docs. Donc, on a créé le Playground. Le Playground que tu vois ici, c'est une Mhm. interface où tu as du code Babylon que tu pourrais copier-coller après dans ton projet, ça marche direct, qui s'exécute en live ici. Je te montrer, par exemple, ici, si ma caméra, on va dire, tiens, ma light, euh, tu vois, quand je tape, il y a de l'intelligence. Ça te Ouais. permet en fait d'apprendre en découvrant. Et là, on va dire qu'on va mettre une couleur rouge. Voilà. Et du coup, ma lumière, elle va passer rouge. Ok. Et ça n'a pas marché parce que j'ai mis direction et pas Pourquoi diffuse. Voilà. direction? Ouais, merci. Ouais, non, je sais pas. Voilà, pardon. On t'en prie. Et du coup, en temps réel, vous pouvez voir sur le côté. Après, ici, on a des petits exemples qui D'accord. te permettent de voir, attends, est-ce que tu veux faire de l'animation blending? OK, donc ça, c'est des petits personnages. Et tu vois à chaque fois, Hmm. et tu as le code sur le côté qui est disponible. Comme ça, tu peux voir quand je play walk, qu'est-ce que ça veut dire, ou quand je play run, ou whatever. Pareil, quand tu vas apprendre autre chose, je sais pas, moi, j'ai envie d'apprendre comment est-ce qu'on fait des ombres au temps réel dans Babylone, eh bien voilà, une petite scène qui permet d'avoir une petite ombre ici, tu vois. On voit Ah, l'ombre c'est au sol, super ah ça. ouais, comment ça s'écrit, etc. Donc ça, c'est le playground, ça te permet de faire ça. Dans le playground, il y a aussi un outil qui s'appelle l'inspecteur, qui te permet en fait d'inspecter le contenu de ta scène et d'avoir un property view sur le côté ici, qui te permet de changer des propriétés à la volée, tu vois, et Ouais. ou de bouger des objets. Par exemple, tu vois, si je veux bouger, on va dire, non, le Taurus, là, tu vois, avec son ombre qui se déplace en dessous, tu peux manipuler ta scène comme ça en temps réel pour apprendre également ou débugger ce que tu as à débugger. Hmm. Un autre endroit que je recommande, c'est la doc. Ah, effectivement. Doc, J'ai mis le lien du playground sur le chat. Alors attends, super. on a une question sur le chat d'ailleurs. Au niveau de la courbe d'apprentissage, imaginons que Ah, la c'est une bonne personne sait question, ça. coder, mais que je ne suis pas pro du design de la 3D. Alors, ça dépend ce que la personne veut obtenir à la fin, mais vraiment, le bootstrap, le temps nécessaire, c'est immédiat. Tu vas sur playground.babylonjs.com et tu vois, tu peux directement avoir du code qui fonctionne. Tu n'as rien à faire. Et après, tu vas juste pouvoir jouer avec. Si tu veux après aller plus loin, on a ici dans la doc, Your Journey Start Here. Et on a Mhm. vraiment essayé d'y aller tout doucement. Tu vois, par exemple, on a le Everyone First Step ici. Alors, c'est en anglais par contre. Mais tu vois, on te dit, voilà, vraiment, le premier niveau, c'est ça. Et à chaque fois, ce que tu peux faire, tu peux avoir ici un playground dans ta doc. Tu vois, tu peux dire, je clique là, et tu as l'exemple live de ta documentation. Par exemple, dans cette documentation-là, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a pris le playground par défaut, où il y a une sphère normalement, et on a enlevé la sphère. Mhm. Tu vois, c'est tout. C'est tout.
Ensuite, Ok. on continue un peu plus loin, on dit, bon, ok, qu'est-ce que ça veut dire mettre une couleur sur un objet? Donc, on va lui créer un matériau. On introduit les objets, mais vraiment avec amour et finesse et tout doucement. Hmm. Et du coup, voilà. Et effectivement, je vois quelqu'un qui le mentionne sur le chat, c'est exactement ça. Moi, je suis développeur, j'aime pas lire les docs. C'est chiant, mais qui aime lire les docs? Et il y a pire que lire les docs, il y a les écrire. Alors ça me rend encore Ah, plus fou. Et pourtant, on s'est forcé à écrire des docs, mais on se rend compte, parce qu'on a un troisième outil dont je voudrais vous parler, qui est peut-être même notre... Si on demande à nos utilisateurs aujourd'hui pourquoi ils utilisent Babylon.js et pas un concurrent, la réponse c'est le forum. Incroyable. ouais. Notre forum, parmi mes développeurs, tous les jours, j'ai 2 développeurs qui sont non-stop sur le forum, tous les jours. On garantit que vous avez une réponse à vos questions en moins de 1 jour. On garantit que si vous trouvez un bug, il est corrigé en moins de 48 heures. Et ça fait une vie Ah de ouais. différence. C'est-à-dire que les gens, ils ne vont pas sur Stack Overflow en priant le ciel que peut-être quelqu'un leur Hmm. réponde. Non, non, ils viennent ici et ils posent leurs questions. Tu vois, voilà, il y a une question qui a été posée. Et bim, Carole, qui fait partie du Jai Council, qui est donc une des membres de mon équipe, elle répond et c'est parti. Vous avez des réponses tout le temps. Donc, la courbe d'apprentissage, elle est méga simple parce que même si dans ton premier step, tu dis, tiens, je ne comprends pas pourquoi ça, c'est rouge. Eh bien, tu vas prendre ça, venir sur le forum et bam, poser la question et on te dira, ben, espèce de gentil développeur, parce que là, tu as créé un objet qui s'appelle Red. Tu vois. Hmm. Donc, même si vous êtes un développeur, la seule contrainte, c'est qu'il faut connaître à minima JavaScript. Tu vois. Ici, c'est du JavaScript. Ouais, Si quand vous même. préférez TypeScript, on a le Playground en version TypeScript avec des classes, etc. Mais c'est le minimum. Voilà. Si vous savez ça, le reste, on va vous accompagner et vous pouvez aller très, 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 très loin. Tout à l'heure, je le mentionnais dans les slides, on a Minecraft classique, on a Square Enix qui a fait un jeu de cartes autour de Final Fantasy avec, on a travaillé un temps avec Ubisoft, on a un jeu AAA qui est en cours de développement qui a été présenté récemment à Dubaï. Dubaï, je ne peux pas en parler, mais qui est fait sur le web uniquement. Mhm. Vous pouvez aller méga loin. Tu vois. On a fait PowerPoint, le rendering de PowerPoint avec ça. Ouais. Ouais, c'est Donc ça, impressionnant. c'était le Playground, la doc et le forum. Je vous parle d'un dernier qui est mon petit préféré, mon petit bijou de développement. Je développe de moins en moins en tant que dans mon job de tous les jours, mais ça, c'est mon petit outil que je me suis fait moi. Quand vous faites de la 3D, si je reviens ici, non, attends, où est-ce que j'étais? First step avec le Playground rouge. On va y revenir rapide. Voilà. Là, l'objet, il est rouge. Il est rouge pourquoi? Parce que le matériau qu'il utilise, qui est un standard matériel ici, est rouge. Un matériau, c'est ce qui explique comment un objet est défini visuellement. Si vous Mhm. voulez aller loin là-dedans, on peut créer ce qu'on appelle des shaders. Les shaders, c'est des objets qui vont se compiler au niveau du GPU pour s'exécuter par pixel. D'accord? Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un shader ici. Voilà, je vais en ouvrir un. On va venir là. Voilà, ça c'est le code qui ressemble à du C, du shader, qui fait, et je vais essayer de vous le mettre là, ce petit cube gris. C'est pénible à Mhm. écrire les shaders, c'est compliqué, c'est un nouveau langage, c'est pas sur le GPU, il y a une notion de surparallélisation qui n'est pas facile à comprendre. On a donc créé cet outil-là qui vous permet en fait de dire, par exemple, là, ça, plutôt que d'avoir un objet ici qui est juste gris, moi je voudrais tenir compte de la lumière, donc je vais ajouter un objet lumière ici, tu vois. Donc on va Mhm. enlever ça, on va mettre ça ici, comme ça. Ah, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Comme ça, voilà. Là, il me faut la world position. Alors, c'est pas simple dans le sens où il faut que vous compreniez quand même 2-3 trucs, mais vous n'avez plus à écrire les shaders. Je le fais viteuf comme ça. Voilà, et vous voyez, hop, je viens d'éclairer mon objet. On va passer peut-être sur Ouais. une shader world, ça sera plus simple. Voilà, elle est éclairée maintenant. Vous voyez, il y a un côté à l'ombre Mhm. et un côté qui n'est pas à l'ombre. J'ai fait un shader juste en branchant des petits nœuds. Ah, sympa ça. Et ça, Voilà. du coup, ça te génère du code derrière? Ça te génère en fait plusieurs choses. Tu peux générer ici, où est-ce que c'est voilà. Soit le shader directement, tu vois, donc il va Mhm. t'écrire, mais voilà, voilà mon petit loup. Tout ça, c'est ce que tu aurais dû écrire, c'est pas une blague, hein, D'accord. pour Ouais. générer la lumière. Ou alors, ce qu'on peut Il y a faire, du c'est monde. on le sauve ici avec, pardon, Mhm. une URL unique, tu vois. Et ici, il y a un petit ID qui a été généré pour toi, qui est unique et qui est maintenant non modifiable, que tu peux référencer dans ton code. Et du coup, ce shader-là, tu vas pouvoir juste faire un Ah ouais. node material ici, tu vois, à la place, où est-ce qu'il est mon truc rouge? De ça, tu peux faire un new node material. Et après, ici, dans ses propriétés, tu pourrais dire, voilà, va chercher l'ID temps et c'est terminé. Ah oui. C'est sympathique ça, dis donc. Donc, comme ça, tu peux te faire des shaders super avancés, genre des effets de fou que tu peux voir dans les jeux aujourd'hui, hein, Ouais. ou récupérer ceux que tu vas trouver en ligne et les charger juste en quelques. Voilà. Ça, c'est en gros, en version accélérée, le fonctionnement. Alors, je reviens rapido sur les slides. Hop là, c'est reparti. Slide.
J'ai appuyé sur le bon Rapido, on bouton. supporte WebGL et WebGL2, c'est la norme actuelle, ça marche sur tous les browsers du monde, ça marche même sur un frigo, tu vois, si vous avez un frigo qui a un browser, il a forcément WebGL1. Et on supporte également la nouvelle norme qui s'appelle WebGPU. C'est l'équivalent de Metal ou de DirectX 12 ou de Vulkan, mais sur le browser. Donc, là, on est le premier moteur web à le supporter, c'est pas compliqué. On gère l'intégralité de la spec. Et comme nous, on cache la complexité, dans votre code, en fait, vous avez une ligne à changer pour passer de WebGL à WebGPU et profiter des nouvelles fonctionnalités. J'ai parlé de la communauté, vraiment, c'est notre force, on y tient. Je disais aussi ça, c'est le support de niveau entreprise. On a 12 ingénieurs dédiés, 48 heures de délai de résolution de bugs. On est en dessous de ça, on doit être à 16 heures aujourd'hui. Et le dernier point, et après j'aurai fini, c'est Babylon Native. En fait, ça vous permet en fait d'exécuter le même code, mais dans un environnement natif, sans navigateur. Donc ça permet de prendre vraiment la même expérience et de la faire marcher partout. Ça marche sur HoloLens, on travaille avec eux. Ça marche sur iOS, Android, Windows, Mac et Linux. Okay. Et voilà. Impressionnant. Donc sur le chat, on vous a donné tous les liens qu'on a évoqués. Donc le Playground, la doc, le forum et le NME, Node Material Editor. J'ai bien aimé cette dernière partie de NME là. Là, tu m'as Ah oui, le Node Material. Attends, je reviens à message, je me suis perdu là. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Je voulais juste mettre... Voilà, si vous avez des questions. C'est un peu court, mais bon. Hélas, je dois partir parce que j'ai un autre meeting, mais oui, j'espère que je me suis un peu laissé emporter. C'était très très bien. Merci beaucoup, David. C'était cool d'être là dans le 1330. Avec grand plaisir. J'espère que ça t'a plu, ça t'a mis on va dire, en énergie pour cette nouvelle journée. Et merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Encore une fois, désolé de devoir partir, mais on s'est inséré, c'était compliqué. Si vous avez la moindre question, vous me pinguez sur Twitter. C'est le plus simple. Oui, je vous ai mis aussi les liens sur les deux comptes de David. Merci beaucoup, David. Merci à bientôt. Beaucoup tout le monde. Bye bye.